Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Oser entreprendre. Je suis Victor Kint et chaque mois je rencontre un ou une entrepreneur, entrepreneuse qui va me raconter son histoire, ses échecs, ses victoires et sa vision de l'entrepreneuriat. Mais pour ce mois de mai, je vais faire une édition un peu plus spéciale où ce sera différents épisodes tout au long de cette semaine avec des personnalités politiques qui vont me raconter leur vision de l'entrepreneuriat. Pour le premier épisode de cette série, j'ai rencontré Thomas Dermine hier pour le Parti Socialiste. Et aujourd'hui, je rencontre Saskia Bricmont, si je le dis bien. C'est ça. C'est bien ça, eurodéputée pour Écolo. Bonjour Saskia. Bonjour. Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir chez toi. Très content aussi de pouvoir échanger. Est-ce que tu peux un peu te présenter brièvement ton parcours, d'où tu viens et comment ça se fait que tu es devenue eurodéputée chez Écolo? Eh bien, donc, je suis Saskia Bricmont, députée écolo depuis le mois de mai 2019. Donc, c'est mon premier mandat électif. J'ai brièvement été conseillère communale à Ath, avant de rejoindre l'intercommunal IDETA de notre région, donc intercommunal de développement territorial, qui, parmi ses missions, a l'accompagnement à l'entrepreneuriat, des entrepreneurs de la région et évidemment aussi les barrières d'activité économique et d'autres métiers liés aux énergies renouvelables, au développement territorial, etc. Donc, moi, j'ai travaillé pour la coordination territoriale au sein de l'intercommunal. Et avant ça, je travaillais pour le Parti Écolo. J'étais responsable du centre d'études d'écolo. Avant ça, j'ai été conseillère politique pour les députés fédéraux, Écolo et Groenen, donc ook in het Nederlands. Et avant ça, j'étais aux études, sciences politiques, études européennes, ici à l'EDP. Toujours dans la politique depuis très jeune alors. J'ai commencé assez vite après mes études la politique, après un parcours plutôt militant lié au commerce équitable chez Oxfam. Ok, d'accord. Donc là, j'étais bénévole et engagée chez Oxfam avant de rejoindre le parti Écolo. Ok, et donc ça c'était en quelle année plus ou moins? Année 2000. Année 2000, ok. Et pourquoi Écolo alors parce que c'est vrai qu'à l'époque, Écolo n'était pas encore à son apogée comme on l'a maintenant avec cette vague verte qu'on a eue les élections précédentes. Écolo parce que c'est le parti qui rejoint le plus mes idéaux pour un monde plus juste, plus vert. Le commerce équitable, c'est une autre mondialisation, puisque très vite j'étais consciente de l'impact de nos modes de consommation, de production sur le reste du monde. Non seulement, malheureusement, on détruit notre environnement ici, notre planète ici, mais c'est le cas aussi dans la manière dont on fait du commerce et dont on finalement exploite à la fois les ressources des pays dits partenaires pour notre propre développement, pour notre propre consommation, nos propres appareils électroniques, mais aussi des travailleurs. Et ça, quand on parle d'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment un point d'attention qu'il faut qu'on ait collectivement, politiquement, mais aussi sur le plan économique. Quand on travaille avec des entreprises, qu'elles soient en Belgique, en Europe ou dans des pays étrangers, c'est de faire en sorte qu'on respecte les droits des travailleurs et les ressources pour consommer propre et éthique. Et je crois que c'est une demande de plus en plus importante aussi des consommateurs. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été dans l'ADN d'Écolo et où je me suis retrouvée, raison pour laquelle, quand l'engagement politique s'est présenté, c'est naturellement, finalement, vers l'Écolo que mon engagement s'est dirigé. Et donc vraiment, dès le plus jeune âge, tu as eu cette conscience écologique en te disant il y a quelque chose qui tourne plus rond en ce moment. Je sais que dans les années 2000, il y avait aussi le documentaire avec Al Gore. Il y avait aussi ça. Est-ce que tu l'as regardé? Est-ce que c'est ça aussi qui t'a motivé ou pas du tout? Il y a ça, il y a aussi le parcours familial, puisque mon père a toujours été très écolo dans sa manière de faire, a très vite envisagé des sources d'énergie renouvelable à la maison, les premiers panneaux solaires, et donc a très vite fait attention sur le plan écologique. Et puis maman, politique, syndicaliste, féministe, donc il y avait un ADN aussi là, militant, qui a très certainement influencé mon parcours, même si en commençant Sciences Po, l'idée n'était pas nécessairement d'entamer un chemin politique, mais l'intérêt est là, et ce qui me booste, c'est de me dire que je suis la voix politique des makers, des entrepreneurs, de ceux qui font la transition sur le terrain, parce que ce qu'il manque aujourd'hui, c'est vraiment des politiques publiques massives d'accompagnement de notre transition écologique, y compris dans le secteur entrepreneurial.
Il y a énormément d'entrepreneurs qui se lancent dans des projets durables. Et je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher et encourager pour faire en sorte que notre modèle économique... On va imaginer tout ça tout après ici pour l'entrepreneuriat. Juste avant, pour continuer encore un petit peu dans la politique, tu ne retrouvais pas toutes ces valeurs écologiques, que ce soit dans les partis de gauche ou de droite? Clairement non. Et la pratique me montre que depuis 5 ans, on doit toujours pousser cet agenda. Même si la prise de conscience est beaucoup plus grande qu'au début de mon engagement militant et politique, qu'aujourd'hui les traités de libre-échange que je combats depuis 20 ans sont sous le feu des projecteurs avec la crise agricole, parce que désormais tout le monde dit « libre-échange, libre-échange », mais oui, effectivement, on se rend enfin compte que le modèle économique qui est derrière nos traités de libre-échange commerciaux entre l'Union européenne et le reste du monde pose problème sur le plan social et environnemental, non seulement pour nos partenaires, mais aussi ici en Europe, puisque effectivement il y a une concurrence déloyale, il y a des effets écologiques aussi chez nous, puisqu'on importe des pesticides interdits en Europe, et des conséquences économiques, que ce soit pour les agriculteurs, mais pas que. L'ensemble des secteurs se trouve impacté par cette concurrence intra-européenne, mais aussi mondiale, et le fait qu'il faut toujours devenir plus gros pour s'en sortir dans ce système. On est toujours axé sur la croissance, sur le capital, l'exportation, pour pouvoir s'en sortir. Je pense qu'il faut qu'on revienne à des logiques beaucoup plus circulaires, locales, pour nous, et en encourageant aussi nos partenaires. Il y a d'autres formes de politique et de coopération à le faire de leur côté, parce que l'enjeu climatique, il est réellement, réellement mondial. Tout à fait. Et donc, effectivement, je me rends bien compte que s'il n'y a pas les écolos pour pousser cet agenda écologique, eh bien, malheureusement, les autres n'ont pas encore intégré ça comme faisant partie du nouveau logiciel. Ils restent dans un ancien modèle basé sur l'extractivisme, le productivisme, et finalement, les critères écologiques viennent comme une couche de vernis par au-dessus, et on voit bien, je reviens à la crise agricole, c'est ce qui s'est passé avec la politique agricole commune. Exactement. On a une politique qui dysfonctionne, qui n'est pas rémunératrice, qui augmente la surcharge administrative, et là-dessus, on vient mettre des normes environnementales. Ça ne va pas. C'est l'ensemble de l'approche de la politique agricole commune qui doit être vue, en faisant une approche verte, en disant, OK, comment faisons-nous pour accompagner le secteur agricole dans sa transition écologique, pour avoir une alimentation saine, dépourvue de pesticides, orientée vers l'agroécologie, les circuits courts alimentaires, donc tout ce qui peut être produit localement et doit nourrir localement aussi. Localement, pas à l'échelle de hâte de tournée, mais localement, on parle de régions, on parle de pays, voire même d'Europe, et au-delà pour tout ce qui doit être échangé sur le plan mondial, parce qu'il y a des denrées qu'on n'a pas ici en Europe. Et c'est ça la logique qui est derrière, la logique écologique. Elle est à la fois sociale, environnementale, économique, et on veut y entraîner l'ensemble des partenaires. Et l'atout européen, c'est de pouvoir le faire à 27 et de pouvoir encourager aussi financièrement ce changement de modèle. C'est ce qui manque aujourd'hui, et c'est ce qui fait que l'écologie est vue comme contraignante, comme un truc en plus du reste qu'il faut déjà subir en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'agriculteur. Et c'est ce modèle qui doit évoluer pour faire en sorte qu'on encourage finalement les pratiques durables et les services rendus à la nature, plutôt que de dans une logique de sanctions uniquement. Très bien. Pour parler maintenant directement de l'entrepreneuriat, que signifie pour toi entreprendre? Entreprendre, c'est très large. Je pense que quand on pense entrepreneuriat, c'est plutôt entreprise, alors que pour moi, l'entrepreneuriat, il peut être créatif, il peut aussi être lié à l'éducatif, à l'économie sociale, dont on parle très peu, qui est un peu le parent pauvre, je pense, de cette notion d'entrepreneuriat. J'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs qui se sont lancés dans des projets, notamment dans le textile, liés à un textile durable. On se rend compte que finalement notre modèle de fast fashion, de acheter, jeter, surconsommer des vêtements alors qu'ils ont un impact environnemental et aussi social. Les vêtements qui sont produits au Bangladesh et dans des pays qui ne regardent pas les normes sociales et environnementales de la même manière que nous, c'est problématique. Ça me rejoint la question de la consommation. Donc des entrepreneurs qui se lancent dans le secteur entrepreneuriat durable textile et qui se disent « Wow, il n'y a plus de filière en fait. On vit historiquement dans des régions textiles. On a nos grands-pères, nos grands-mères qui ont travaillé dans des bonnetteries, dans des filatures,
la région de Roubaix, donc tout ce qui est Eurométropole, pour laquelle j'ai aussi travaillé d'ailleurs. Moucron, ce sont des régions historiquement textiles qui ont subi la délocalisation. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un retour à la relocalisation de ces productions, mais il n'y a plus de filière, il n'y a plus de matières premières. Et donc, il y a l'exploration aujourd'hui de lin, chanvre, pour retrouver une matière première qui peut être produite ici en Europe. Et puis, il y a tout le reste. Il y a extraire de cette matière première le fil, confectionner le tissu, les vêtements. Donc, il faut des couturiers, des couturières, il faut tout. Et typiquement, dans ceux que j'ai rencontrés, il y en a beaucoup qui travaillent avec l'économie sociale pour la partie couture, par exemple. Puisqu'il n'y a plus de main-d'œuvre suffisante que pour le faire aujourd'hui. Et donc, on voit que ça permet de créer de l'emploi dans des secteurs et pour des personnes qui ne sont pas nécessairement habilitées à travailler sur le marché du travail dit classique. Et donc, c'est ce qui est très intéressant, je trouve, avec l'entrepreneuriat local, c'est de pouvoir travailler avec les ressources dont dispose le territoire, et notamment l'économie sociale. Et justement, est-ce qu'en Belgique, on pousse justement cet entrepreneuriat-là que tu es en train de défendre là? J'ai l'impression, moi je suis un peu distante en étant législateur européen, donc à l'origine des lois au niveau européen, de la pratique et de l'évolution de la pratique de terrain, mais je pense, notamment avec ce que j'ai vu chez Ideta, le fait qu'il y ait des accompagnateurs économiques, le fait que la Wallonie, par exemple, a, dans le cadre de Circular Wallonia, aussi une filière textile durable et encourage à la fois la recherche et le développement de ces filières. Donc oui, j'ai l'impression que ça bouge. Ce qui manque encore certainement, c'est une cohérence des politiques pour permettre aussi à ces secteurs de devenir concurrentiels. Et de l'autre côté, d'imposer des normes sociales, environnementales à ceux qui ne les respectent pas aujourd'hui. Parce qu'on a des entrepreneurs qui se lancent et qui, dès le départ, envisagent les choses de manière clean, sur le plan social, environnemental. Il y a des contraintes derrière, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, il faut que le business, les entrepreneurs qui ne sont pas dans cette logique-là, la rejoignent aussi pour que la concurrence soit loyale. Et c'est un peu la même chose au niveau européen? Et c'est totalement la même chose au niveau européen parce qu'on a travaillé au niveau du Parlement sur la directive sur le devoir de vigilance. Donc, c'est une loi qui impose des normes sociales et environnementales aux entreprises. La loi vise les plus grandes multinationales, H&M, Zara, typiquement, si on continue dans le textile, c'est marques bien connues, pour que ce soit en Europe ou sur toute la chaîne de production, parce qu'il y a souvent plein d'intermédiaires entre la marque, le magasin où on peut aller chercher nos vêtements et ceux qui les conçoivent. Il y a souvent beaucoup d'intermédiaires. Et c'est d'obliger tous ces intermédiaires à respecter les droits des travailleurs, un salaire minimum, la non-utilisation de pesticides nocifs pour la santé des travailleurs et pour l'environnement, de ne pas polluer l'eau autour des entreprises de confection textile. Ça, c'est aussi une énorme problématique partout dans le monde. Et donc oui, c'est la même chose au niveau européen, puisqu'on pousse à ça, faire en sorte que finalement les entreprises, quelle que soit leur taille, soient doivent respecter les mêmes conditions, les mêmes règles et soient compétitives entre elles et ne soient pas désavantagées parce que certaines auraient le droit de faire n'importe quoi et d'autres pas. C'est bloqué actuellement par certains États membres, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Suède. Et pourquoi ils bloquent? Quelles sont leurs raisons? Ils subissent la pression de lobbies qui sont contre et qui ne veulent pas qu'on impose des normes aux entreprises. Le problème, c'est qu'on voit que depuis des années, on a laissé aux entreprises le choix de le faire ou pas, sur base volontaire. Et ça suffit pas, parce que certaines le font, d'autres ne le font pas. Et donc si on veut faire en sorte que tous les secteurs respectent les objectifs climatiques et les droits des travailleurs, les droits sociaux, il faut des règles. Ce qui est intéressant dans ce que tu es en train de te raconter, ce qui me vient à l'esprit directement, c'est que tu parles de textile, tu parlais de Zara, H&M, etc. Moi, ça me fait parler aussi de la mode. On entend beaucoup parler aussi de la mode. Est-ce que pour toi, on pourrait tendre vers une mode beaucoup plus éco-responsable? Est-ce qu'on peut vraiment faire du luxe avec des produits écologiques? Je pense que l'un va avec l'autre en fait, et que le luxe va devenir écologique, et que c'est la logique, l'évolution normale des choses. On voit de plus en plus de créateurs aussi, et quand la haute couture sera 100% clean, le reste va suivre, parce qu'ils font la mode en fait, ils anticipent la mode aussi et le prêt-à-porter.
Et on voit dans l'histoire de la mode que c'est tout le temps la haute couture qui a finalement donné le là sur ce qui allait arriver et ce qui allait être aussi porté par nous, par le grand public. Et donc, je compte beaucoup sur ce secteur-là pour se renouveler, sur les écoles aussi, de couture, de design, de stylisme, pour directement former les étudiants à la matière première qu'ils utilisent et à conscientiser aussi sur l'origine de cette matière, sur l'origine du textile et son utilisation. Je pense que ça reste encore une minorité aujourd'hui, et donc voilà, que ce secteur-là aussi doit s'emparer de cet enjeu. C'est pareil pour tous les secteurs. Quand on forme des agronomes dans le secteur agricole, l'idée c'est d'aussi essayer directement les former aux techniques les plus écologiques possibles et pas de les former uniquement à utiliser des produits chimiques, des engrais, des pesticides, de facto à telle période. Voilà. Ouais, c'est la même chose en fait. Dans tous les secteurs, il faut que la cohérence se fasse. Et je suis convaincue qu'une mode durable est tout à fait possible et même souhaitable pour notre propre santé. Je ne sais pas si on t'a déjà dit ça, lave tes vêtements avant de les porter la première fois quand ils sont neufs. Mais parce que, en fait, dedans, nos vêtements contiennent des produits chimiques et des pesticides qui sont malheureusement interdits en Europe et donc qui sont nocifs pour la santé. Et donc, si il y a de plus en plus de problèmes de peau, d'eczéma, d'asthme, des perturbateurs endocriniens aussi, donc qui ont une influence sur les hormones. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont un développement précoce. C'est en grande partie lié à des substances chimiques que l'on respire, que l'on mange via notre alimentation, mais que l'on porte aussi au quotidien, puisque le vêtement, c'est quelque chose qu'on a toujours sur nous. Et donc, c'est un enjeu sanitaire énorme. C'est vraiment... voilà, je viens d'apprendre, et c'est vrai que je pense que je n'avais pas conscience justement de cette thématique-là, en tout cas au niveau des vêtements. J'avais conscience, bien évidemment... voilà, c'est ça, tout à fait. Très intéressant parce que j'avais conscience pour l'alimentation, etc. D'ailleurs, j'avais fait un podcast avec Anne-Claire Deras, qui est une jeune entrepreneuse tournaisienne qui a ouvert sa supérette de produits de circuit court à la chaussée de Douai à Tournai. Bon voilà, donc l'alimentation, vous savez très bien, avec les pesticides, etc. Mais côté vêtements, je n'avais pas cette conscience-là, et donc je pense que c'est le cas d'une majorité, donc il y a un vrai enjeu de sensibilisation aussi, parce que si les consommateurs étaient conscients des conséquences des choix de consommation et de l'impact sur leur propre santé aussi, tout à fait. Les logiques changeraient et l'exigence des consommateurs changerait aussi. Et pour moi, il n'est pas normal que les produits bio soient plus chers et moins accessibles. Il faut encourager le bio pour rendre le bio moins cher et accessible à tous. Faire en sorte que toutes nos cantines passent au bio et que tous les enfants mangent sainement au moins un repas par jour. Que la norme, ce soit le sain, et que ce qui coûte le plus, ce soit finalement la malbouffe. Et la bouffe produite avec des choses qui coûtent cher aussi, à l'environnement, et sur le plan de la sécurité sociale, puisque l'impact sanitaire, ça coûte à la sécu aussi. C'est toute une logique en fait. C'est très intéressant parce que justement, j'allais y venir, donc tu fais la transition. Et justement avec Anne-Claire, je lui avais posé la question un peu comment elle voyait la consommation et les prix. Bien évidemment, quand on va sur des Lidl, des Aldi, et même dans les magasins un peu plus premium, des Delhaize, Carrefour. Primark, dans le textile, c'est la même chose. Primark, c'est dans le textile, c'est la même chose, tout à fait. Et quand tu disais pour le luxe avec la mode, en fait, moi j'ai l'impression aussi que l'écologie est égale à luxe en fait. Il faut avoir un grand pouvoir d'achat pour avoir accès justement à des produits écologiques et surtout qui font du bien pour la santé. Tu parlais de sensibilisation, tu parlais de faire en sorte que les produits deviennent moins chers que les produits, par exemple la malbouffe, etc. Comment on peut arriver à ça? Est-ce que tu as une idée de comment y arriver? Ah oui, c'est des logiques qui doivent changer. Aujourd'hui, les énergies fossiles sont subsidiées. On dit stop à ça. Pourquoi? Parce que tous ces subsides, ce sont des milliards d'euros qui pourraient être, au contraire, mis dans des pratiques durables et pour soutenir l'alimentation saine et réduire les prix.
Et donc, on a des logiques aujourd'hui économiques et de soutien à des secteurs polluants. Le kérosène importe toujours exempté d'impôts, là où il n'y a pas de politique d'encouragement des transports en commun au niveau européen, par exemple. C'est les logiques qui doivent s'inverser pour faire en sorte que la logique économique qui sous-tend les investissements, les subsides, vise avant tout le bien-être, le développement social, la qualité de vie et la dignité de vie aussi des personnes. Oui, tout à fait. Avant une logique de bénéfice, de croissance, de rendement. Voilà, moi, je mets en question ici le système libéral qui pousse à ça, qui pousse avant tout à la concurrence et au fait qu'on a induit un développement agricole, de production agricole, basé sur quoi? Sur les pesticides pour plus de rendement et donc plus de bénéfices, de productivité. Et justement, est-ce que tu penses que ce mécanisme libéral que tu dénonces là pourrait devenir écologique? Donc ma question c'est par exemple, est-ce qu'on peut vraiment faire du profit en étant écolo et que justement les entreprises deviennent beaucoup plus vertes que maintenant? Je pense que le business model de l'avenir est vert. Toutes les entreprises savent bien que si elles n'intègrent pas ça dans leur calcul, dans leur projection, dans leur business model, elles vont à un moment donné s'écrouler. On voit que les plus gros secteurs énergétiques, par exemple, ont décidé de s'orienter et d'investir dans le renouvelable. Et c'est intéressant de voir cette transition. Il y a un intérêt économique à le faire. Les ressources ne sont pas infinies, toutes les énergies fossiles, et c'est bien pour ça qu'on pousse les énergies renouvelables. C'est parce que les énergies fossiles sont non seulement polluantes, mais elles sont aussi finies. Il y a un moment où il n'y aura plus. Et donc, on sait que les entreprises qui ont construit leur business model sur ce système, par exemple, des énergies fossiles, il y a des investissements à amortir et il y a derrière aussi la logique du profit, de la rentabilité. Mais ils savent bien que par ailleurs, ils doivent aussi s'orienter vers d'autres secteurs. Tant qu'ils sont soutenus, encouragés dans leur filière, ils vont continuer. Le jour où ils sentiront que ça y est, le switch est totalement opéré vers le renouvelable, ils vont y aller. Mais c'est aussi une question d'encourager via les politiques publiques de soutien, d'arrêter d'encourager ce qui ne va plus. Je reprends l'exemple des énergies fossiles ou des pesticides, et au contraire d'encourager des comportements qui servent à des intérêts écosystémiques. Les entreprises voient aussi qu'elles doivent de plus en plus envisager leur business model de manière circulaire, d'intégrer la circularité pour avoir moins de coûts, à chaque fois faire rentrer des nouvelles matières premières, des nouvelles ressources, d'essayer de réutiliser au maximum celles qu'elles ont et de générer le moins possible de déchets. Pourquoi? Parce que petit à petit, la législation avance aussi pour faire payer les déchets, avec l'objectif de réduire un maximum les déchets. On doit le faire individuellement, en triant, etc. Cette logique-là, les entreprises, c'est la même chose, elles sont déjà sur cette voie-là, et tout va évoluer pour qu'elles le soient de plus en plus. Les logiques sont de plus en plus circulaires, de pouvoir réutiliser les matériaux, de pouvoir récupérer. Il y a des défis énormes, et ça demande beaucoup de recherche et de développement, mais la batterie des voitures électriques, pour les écolos, c'est pas la panacée. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est dire, ok, on doit sortir du diesel pour des logiques écologiques, climatiques, mais on doit par ailleurs booster les transports en commun, les alternatives à la voiture individuelle. Et là, l'Europe manque encore de logique par rapport à ça. Il n'y a pas un véritable plan européen du rail, par exemple, qui permettrait de se dire on arrête les sauts de puce en avion, de maillage du territoire pour faire en sorte que en fait, les alternatives bus, collectives, trains, etc. soient là. Dans nos campagnes, quand on quitte le centre-ville de Tournai ou de Hâte, ça devient compliqué de ne pas avoir de voiture, objectivement. Ouais, tout à fait. Et donc, l'Union européenne peut aussi encourager ces politiques publiques d'investissement pour que tout ça devienne en fait le moins cher. Et soit accessible à toutes et tous. C'est pareil pour l'alimentation, c'est pareil pour les transports publics, c'est pareil pour les entreprises et d'autres textiles, c'est la même chose. Comment se fait-il qu'en fait on laisse faire des marques qui surcommandent des vêtements, donc Zara, H&M, je reprends la fast fashion, fait des commandes dont elle sait très bien qu'elle ne va pas écouler le stock. Donc ils commandent, je sais pas moi, 10 000 pièces, alors qu'ils savent qu'ils vont peut-être en vendre un peu plus de 50%, parce que ça leur coûte moins cher à l'achat. Au plus elles commandent, au moins c'est cher à l'unité.
Donc elles surcommandent et elles savent de facto que, voilà, au moins 50%, voire un peu moins, va devenir un déchet et être envoyé souvent en Afrique. Mais là, on parle de la fast fashion et dans le côté, pour revenir encore une fois, à côté luxe, haute couture, là, on est vraiment dans des consommations beaucoup plus réduites. Est-ce qu'on retrouve toujours ce même système ou pas du tout, qui est pas très éthique? Ou est-ce que pour le moment, la haute couture, oui, elle a encore. Malheureusement, oui, il y a des marques de haute couture qui ne sont pas vertueuses du tout sur le plan social et environnemental, qui ont aussi des pratiques vis-à-vis des travailleuses, je dis femmes parce que c'est très souvent des femmes dans le secteur textile, qui ne respectent pas les droits des travailleuses et un salaire décent, qui sont rémunérées quelques cents de l'heure dans les pays producteurs. Malheureusement, ce n'est pas parce que c'est produit de luxe que c'est éthique ou éco-responsable. Autre problème pour les consommateurs, c'est qu'il y a souvent du greenwashing aussi derrière. De plus en plus de marques ont une gamme bio ou coton bio ou une marque éthique, écologique. S'il n'y a pas un label officiel, c'est douteux. Et puis par ailleurs, c'est une marque, enfin une collection. Ce n'est pas le business model de la marque qui a évolué pour faire en sorte qu'on respecte la chaîne sur le plan social et sur le plan environnemental. Donc on a une nouvelle loi européenne qui vise à attaquer ça, le greenwashing, pour essayer aussi que le consommateur ait vraiment une information transparente, objective par rapport à ce qu'il achète. Et que ce ne soit pas une arnaque d'acheter un pull qui est fait en coton bio, mais derrière que les droits des travailleurs ne sont pas respectés par ailleurs, ou que ça vient du Xinjiang et que ce sont les Ouïghours réduits en esclavage par la Chine qui ont fait le pull. Tout ça doit aller ensemble et ça, il faut agir au niveau européen. Chaque État membre tout seul ne peut pas régler ces dimensions-là. Et donc ça, ce sont des choses qui sont en discussion pour le moment au niveau européen. Pour revenir à l'entrepreneuriat, est-ce que tu penses qu'on pousse les jeunes à entreprendre de façon plus écologique, ou est-ce qu'on est plus encore dans l'entrepreneuriat classique? Je crois qu'il y a tout. Je pense qu'il y a tout. Il y a aussi des incubateurs et des structures d'accompagnement qui sont ouvertes, et c'est bien, à tout le monde. L'idéal, ce serait que ces structures aient le réflexe durabilité pour aussi entraîner les jeunes entrepreneurs qui veulent être accompagnés vers d'autres solutions auxquelles eux-mêmes n'auraient peut-être pas pensé au départ. Mais je pense que toutes ces structures doivent être ouvertes à tout le monde et faire en sorte d'amener un maximum d'initiatives vers des initiatives durables. Et je pense que c'est aussi un enjeu économique pour les entrepreneurs et entrepreneuses eux-mêmes, de faire directement, au moment de la conception de leur projet, d'intégrer en fait la composante sociale environnementale dans leur réflexion pour éviter aussi que plus tard, ils doivent en fait revoir le modèle quand certaines ressources viendraient à manquer ou que la loi ne le permettra plus d'avoir des pratiques non durables. Ok. Et niveau éducation, est-ce que tu penses que le système éducatif qu'on a aujourd'hui éduque bien les enfants pour justement être déjà pour la consommation, mais évidemment pour le monde de l'entrepreneuriat à pousser à entreprendre de manière éthique? Je pense que l'école ne peut pas tout faire. L'école ne peut pas tout faire, mais néanmoins, il y a des projets qui se mènent pour avoir des journées entreprises. Il y a aussi des structures actives ici, par exemple, chez nous. Le shop qui ouvre aussi aux jeunes, aux écoles, des liens, des contacts avec le milieu professionnel pour pouvoir découvrir les journées d'entreprise. Donc il y a des choses qui se font. Mais c'est vrai que sur la filière éducative, depuis tout petit en fait, on pourrait encourager ce qui relève de la créativité, pas uniquement business, mais de la créativité de manière générale pour que les enfants soient ouverts à toutes les possibilités. Et quand on est dans une structure scolaire plus classique, finalement, il n'y a pas d'ouverture vers tout ce qui pourrait relever des métiers manuels ou des métiers de la nature. Et ça, c'est vrai qu'il y a des systèmes éducatifs qui ouvrent beaucoup plus ce champ des possibles. Et j'ai l'impression que quand on quitte l'enfance, si on n'a pas été encouragé finalement
être intéressé aux choses, à avoir un esprit créatif, à utiliser ses mains aussi, Tout à fait. eh bien, on a plus tendance à rentrer dans des filières d'études qui sont un peu formatées aussi. Voilà, on fait l'UNIF, il faut faire l'UNIF, Ouais. on prend des filières qui ne sont Plus pas techniques intellectuelles, ou professionnelles. Voilà. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est ce que j'avais aussi. Donc là, il faut voir l'épisode d'hier avec Thomas Dermine. On parlait aussi justement des différentes filières. C'est une question aussi que j'avais abordée avec un autre invité que j'avais eu, Bastien, qui était entrepreneur dans le bâtiment. Et alors, on parlait de la filière générale, de la filière professionnelle technique, et qui avait on va dire dans l'inconscience collectif une dégradation en fait, en se disant ben voilà, là on va le mettre en général, Et ben, si ça va pas, si ça va pas, on le met en professionnel, et donc on a cette impression que les personnes qui sont dans le professionnel, dans le technique, ben, c'est un peu les cancres, un peu les personnes qui vont un peu voilà, ils vont rien faire de leur vie, et justement après, ben, eux ils se mettent aussi dans cette peau-là. Quelle est ta vision justement sur cette différence entre le général et le manuel, enfin le professionnel? mais je pense que c'est un constat qui est partagé, alors que c'est la diversité qui est importante. Et on voit bien que les métiers manuels sont essentiels. Enfin, des électriciens, des maçons, des personnes qui savent utiliser leurs mains, c'est essentiel dans plein de métiers dont on dépend aussi quand on ne sait pas le faire. Et donc, on voit aussi qu'il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre dans pas mal de ces secteurs, hein, construction et d'autres. Donc il y a un intérêt collectif, sociétal, à ce que toutes les filières soient encouragées. À nouveau, je pense que si dès le plus jeune âge on encourage la découverte de la menuiserie et d'autres matériaux et toutes les possibilités, ça te fait en sorte aussi que les jeunes suivent leur voie, et suivent ce qui les drive dans les tripes, et pas de facto des métiers ou des études et des métiers intellectuels. Et oui, je pense qu'il faut qu'on continue à encourager ça. C'est vraiment plutôt, ouais, c'est ça, essayer de faire découvrir la vraie passion des enfants, des adolescents pour vraiment mieux les guider. Justement, ça me fait pas penser au tronc commun. Est-ce que tu as un avis sur le tronc commun? Est-ce que c'est une autre chose? Je sais pas, mon fils va rentrer en secondaire l'année prochaine, et donc je pourrais moi-même voir, tiens, finalement, quel est l'impact. La volonté, c'est que les enfants soient mis devant voilà, les mêmes chances de réussite. Je ne suis pas suffisamment dans le milieu pour savoir si l'impact est positif ou négatif. Ce que je pense, moi, c'est que, enfin, ce que je constate, c'est qu'il y a pas mal de gens de notre âge, voire plus vieux, qui ont déjà une carrière d'élève, qui changent du tout au tout. Tout à fait, oui. Qui changent du tout au tout et qui se rendent compte qu'en fait, ils ont été guidés dans une certaine voie, de par leur famille, leur parcours, les études qu'ils ont fait, vers lesquelles ils ont été poussés, et qu'en fait, c'est pas leur truc. Et qu'ils ont fait ça pendant des années parce qu'il faut travailler, parce que c'est la routine, etc. Et qu'à un moment donné, en espérant qu'ils n'en arrivent pas au burn-out, décident de complètement changer. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que y en a qui passent au maraîchage, il y en a qui passent à des choses qui n'ont strictement rien à voir avec ce qu'ils ont toujours fait. Et peut-être que s'ils avaient été encouragés plus tôt à se lancer, à oser l'entrepreneuriat, à se dire finalement, moi aussi, je peux le faire et je peux me faire accompagner pour y arriver. Et ça, je pense que c'est essentiel parce que je crois que quand on se fait accompagner, les bases sont plus solides que quand on se lance un peu tout seul, sans savoir, et juste parce qu'on a envie. Eh bien, peut-être que les gens, in fine, seraient plus épanouis aussi. Ce que j'entends aussi beaucoup et sur lequel on doit travailler, parce qu'ici, il y a la colonne des agriculteurs, pour tout ce qui est paperasserie, charges administratives, etc. Mais du côté entrepreneurial, il y a aussi encore, je pense, beaucoup de freins liés à l'administration, aux conditions qui sont... Et donc ce serait plutôt simplifier justement tout ce côté... Encourager. Trouver les voies pour encourager, pour ne pas que ce qu'on imagine aussi comme étant un frein à l'entrepreneuriat soit un frein pour beaucoup de personnes et que les personnes osent se lancer. Il y a la crainte de précarité économique, il y a la crainte de ne pas y arriver. Il y a la crainte de mettre aussi des ressources personnelles et ses économies dans le projet, ou les économies familiales dans le projet, et finalement de finir avec rien. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui se sont lancés dans les circuits alimentaires de bio et qui aujourd'hui en reviennent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'encouragement et de consommateurs. La demande ne suit pas. Ça va de pair en fait. Ça va oui, c'est ça, tout à fait.
ça va ensemble. Et ça, je pense que c'est vraiment une attention politique qui doit revenir. Parce que si on veut encourager les circuits courts, l'entrepreneuriat local, il faut aussi que les politiques publiques suivent. Et comment booster la demande, par exemple, dans le secteur via les marchés publics. Ouais. Les communes, les hôpitaux, toutes les structures publiques peuvent avoir des marchés publics qui font en sorte d'avoir une alimentation locale, saine, bio, et de booster le bio de cette manière. Donc ça pousse les entrepreneurs à s'encer. Il y a des marchés, il y a une demande, il y a voilà, il y a un potentiel. Je prends un exemple, je viens de Strasbourg, ma séance plénière là-bas. La maire de Strasbourg a mis en place des paniers bio, fruits et légumes pour les femmes enceintes. Ça touche les femmes enceintes, ça les sensibilise sur le fait que manger sainement, c'est aussi permettre un meilleur développement du fœtus et du futur bébé. Ça touche la famille de la femme enceinte. Si elle a déjà des enfants, le panier est à la taille du ménage, le mari ou partenaire ou la partenaire. Donc ça touche la structure familiale, mais derrière, c'est des producteurs de la région strasbourgeoise qui ont été embarqués dans cette dynamique et qui sont heureux d'avoir en fait ce marché public de la ville dans leur production. Ils savent qu'il y a une partie de leur production qui va être vouée à... Voilà. Et ça a boosté le secteur bio dans la région en très peu de temps. Et là, ils ont décidé de doubler le marché public parce qu'il y a une demande tant des consommateurs, des femmes enceintes, mais ça fait des petits, c'est le cas de le dire, que des producteurs. Et donc, voilà, par des initiatives publiques qui permettent de booster un secteur, donc, la demande suit, l'offre peut suivre. Donc si je comprends bien, il faut que le changement vienne du public alors, en disant voilà, avec les marchés publics, avec les institutions publiques, on vous donne l'opportunité d'avoir de l'argent pour faire du business sur de l'écologie. Oui et non, pas que le public. Pour moi, c'est un tout. Que les entrepreneurs se lancent dans des démarches de durabilité qui sont encouragées par les pouvoirs publics, via de l'accompagnement, via d'autres structures, via des marchés publics dans certains secteurs. Que le consommateur soit aussi sensibilisé à ses choix de consommation, à l'impact qu'a cette consommation. Je pense que c'est un tout, en fait. C'est un partenariat global entre le public, le politique, les entrepreneurs, le secteur privé, les consommateurs. Et c'est ensemble qu'on va y arriver. Et oui, aujourd'hui, les choix écologiques peuvent encore être plus chers. Mais choisir de manger écologique, c'est aussi un tout autre comportement de consommation, en fait. On consomme de manière tout à fait différente. Quand on compare certains produits, c'est faux de dire que le bio est plus cher que le reste. C'est faux. Il y a des comparatifs qui ont été faits et qui montrent bien que ce n'est pas le cas dans l'ensemble des produits. Quand on se tourne vers, quand on en a la possibilité, la vente locale directe à la ferme, par exemple, tout le monde ne sait pas aller faire ses courses à la ferme. Ça a une diversité de solutions qui doit être mise en œuvre. Non seulement le producteur, l'éleveur, le fermier s'y retrouve parce qu'il pratique ses prix qui lui permettent de se rémunérer et de refléter de son coût à lui de production. Et il n'y a pas de coût intermédiaire. C'est ça que visent aussi les coopératives agricoles, de se mettre ensemble, de permettre la vente des produits, parce qu'un fermier n'est pas un vendeur. Un fermier, quelqu'un qui vit de la terre, n'est pas quelqu'un qui peut aussi se lancer dans la vente. C'est une toute autre composante des choses. Et donc on voit que les coopératives agricoles qui se mettent en place, il y a la ceinture alimentaire qui cherche à faire en sorte que cet écosystème puisse vivre. À Tossy, il y a une ceinture alimentaire qui se met en place. Il y a des intéressantes expériences du côté, enfin c'est même plus une expérience, ça marche. La coopérative paysan-artisan à Namur, qui a mis ensemble producteurs, consommateurs, transformateurs aussi, donc des gens qui maintenant font tout ce qui est transformation, traiteur. Donc c'est toute une mise en concert, toute une filière qui fonctionne et qui réduit les coûts au niveau des intermédiaires, ce qui fait que le coût pour le consommateur est équivalent à celui qui l'aurait payé. Et ça permet à faire aussi cette petite parenthèse et parallèle avec la santé. Puisque moi je le vois en tout cas depuis quelques années, donc moi je fais du triathlon et moi je vais m'engager pour une préparation à un Ironman au mois d'octobre et en fait cette préparation m'a aussi ouvert l'esprit sur justement la manière dont je dois consommer et m'alimenter parce que
préparer par exemple un Ironman ou même un marathon, hein, une longue distance, ça demande beaucoup d'entraînement, un gros volume et ça demande aussi de la récupération et ça demande aussi d'avoir à notre corps, d'avoir Hygiène de vie. voilà, ça c'est une hygiène de vie assez la plus saine possible et surtout, on compare surtout le corps avec une voiture. Ben il faut mettre de la bonne essence dans notre bon c'est peut-être pas la bonne Des bons produits sains. voilà, des bons produits sains, c'est peut-être pas la bonne avec une eurodéputée écolo de dire ça, excusez-moi. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est avoir des bons aliments qui va, et je le vois quand je cuisine avec justement des produits de chez Croquet Local, par exemple une simple quiche, et que je prends une quiche avec la pâte, la pâte de Carrefour avec les lardons qui sont là, on voit la différence, elle est déjà moins, voilà, nutritive, elle est moins qualitative aussi. Et c'est ça aussi qui est important, et c'est aussi le but aussi du podcast, puisque le but du podcast, c'est d'encourager une société plus entreprenante et en bonne santé. Et ça passe aussi par l'alimentation, et on essaie de plus en plus d'aller chez voilà, la ferme, les produits locaux, chez Croquet Local aussi. Et donc voilà, c'est super important voilà, de bien s'alimenter. Et c'est ce qu'on disait aussi avec Anne-Claire, c'est que, ok, peut-être qu'actuellement, la nourriture bio qu'on retrouve dans les différentes, soit coopératives ou même directement, c'est un peu plus cher que dans le magasin, mais ça nous permet de garder en bonne santé. Et en fait, on va être en bonne santé sur le long terme. Et après, il suffit d'avoir des cancers, plein de maladies, être malade plus souvent aussi, hein, pas nécessairement d'avoir des grosses maladies comme le cancer, mais surtout avoir voilà, régulièrement. Et donc après, on paye sur les médicaments, sur le visite du médecin. Et on ne s'en rend pas compte au moment où on achète le produit. C'est un calcul qu'il faudrait faire sur la durée de vie, en fait, sur le long terme. Et ça, individuellement, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais effectivement, manger sainement, c'est pour ça qu'on dit la malbouffe, c'est une catastrophe. Hein. Voilà, on sait que manger tous les jours du gras, des burgers, des frites, des chips, des matières transformées et tout ce qu'on aime bien de goût, Mars, Twix, Snickers et autres, c'est une catastrophe sur le plan et en plus, sanitaire, des maladies cardiovasculaires, des cancers, c'est ça, tout à fait. etc. Comment faire en sorte qu'effectivement on valorise aussi des encas sains dans les écoles, par exemple. Hein, il y a de plus en plus d'écoles qui disent non, pour les goûter, on veut des fruits, des produits laitiers, des finis, Mars, Twix et chips. Et je sais que ça fait réagir aussi beaucoup de parents. De dire, c'est pas à l'école à décider de ce que je mets à mon enfant comme goûter, mais néanmoins, c'est d'arriver à accompagner ce changement, à l'expliquer aussi pour faire comprendre que c'est un enjeu de santé publique et de santé des enfants. Et le constat qui est porté, c'est comme dans le milieu sportif, quand les enfants, les gens ont un repas fait de bons produits sains, écologiques, ils vont avoir beaucoup moins tendance à grignoter entre les repas. Ça bourre en fait, et on a ce qu'il nous faut en termes nutritionnels pour tenir le coup jusqu'au prochain repas. Tandis que quand on mange pas sain, on a beaucoup plus tendance, l'un entraîne l'autre, on a beaucoup plus tendance à vouloir grignoter, de manger des petites choses qui ne sont pas nécessairement bonnes. Oui, tout à fait. Et donc voilà, c'est un tout, et c'est pareil, je refais l'analogie avec le secteur textile. J'allais le faire aussi. C'est la même chose, parce que malheureusement, oui, un t-shirt à 5 €, on va avoir tendance à dire c'est pas cher, je vais l'acheter. Sauf qu'il va tenir le coup beaucoup moins longtemps, il va devenir vite un déchet et être remplacé. Et peut-être qu'on peut se dire mais justement, moi j'aime bien renouveler vite ma garde-robe. Oui, mais alors faisons-le consciemment et proprement en se disant j'achète des bonnes pièces un peu plus chères que je vais pouvoir garder plus longtemps ou revendre plus cher, ou échanger dans le cadre d'un système de troc, ça se fait de plus en plus aussi, ou d'économiser un peu si j'ai envie de m'acheter une veste plutôt que de se dire j'achète et puis une veste qui ne va pas tenir le coup sur la saison. Donc c'est vraiment une manière de consommer
qui doit être revu. sensibilisé. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, j'en ai parlé à mon cordonnier de Templeuve, on avait justement cette discussion sur le textile, c'est la chaussure, mais c'est la même chose, où il expliquait, bah oui, il disait, voilà, moi maintenant, mes clients, bah, c'est toujours des baskets, et il dit, c'est ok, ce sont des paires qui coûtent pas très cher, mais on prend une bonne paire, qui va peut-être coûter 500 euros, mais ça dure toute une vie. 500 euros. Oui, mais ça dure toute une vie. Ça dure toute une vie. Il disait, bon, il y allait dans l'extrême, hein, il y allait dans l'extrême, on disait, je sais plus trop les prix, mais voilà, qu'on peut réparer. Et en fait, c'est surtout ça, c'est se dire que, ok, tu as peut-être maintenant des baskets un peu à la mode, etc. On a entre, je sais pas, un peu moins de 100 euros. Mais si on change toutes les saisons, on est vite à 400 euros je pense qu'on se rend pas compte, en fait. Et c'est ça aussi qu'il voulait dire, c'est que on peut avoir en prenant les extrêmes, une chaussure à 400-500 euros, mais qui va durer 40 ans. Et que même, parce qu'il disait, moi à l'époque, moi j'avais les chaussures de mes grands-parents, j'avais les chaussures de mes parents. Et donc c'est ça qui est assez important. Ouais. Mais pour revenir encore une fois, parce que tu avais dit quelque chose d'important au niveau de l'entrepreneuriat, c'est le fait de l'échec. Tu avais brièvement parlé de ça au début. Quelle est toi ta vision de l'échec pour toi? Qu'est-ce que c'est l'échec pour toi? Pour moi, il n'y a pas d'échec, il y a que des leçons, mais des expériences. Quand je disais l'échec, c'est quand quelqu'un se lance dans un projet, il a l'objectif de réussir et de maintenir son projet. L'échec, c'est quand il doit arrêter parce qu'il constate que finalement, il n'arrive pas à se rémunérer, ce qui arrive souvent aussi dans l'entrepreneuriat, et donc d'échouer dans son projet. Est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une expérience qui permet de rebondir et de faire autre chose grâce à tout ce qu'on a appris? Je pense évidemment que ça se vit comme un échec quand on n'arrive pas au bout du projet qu'on voulait porter ou qu'on n'arrive pas à le pérenniser. Mais en même temps, voilà, ça amène d'autres réflexions et c'est une expérience qu'on prend avec soi. Je pense que pour connaître pas mal de gens qui se sont lancés dans des expériences et qui n'ont pas poursuivi, il y en a plusieurs qui disent non, tout ce que j'ai appris dans ce cadre-là, ça m'a permis de voir si j'aimais bien ou pas aussi être indépendant, par exemple, dans l'entrepreneuriat indépendant. Est-ce que finalement gérer une boutique, c'est ça que je voulais faire? Pas nécessairement pour d'autres. Donc voilà, c'est pareil en politique, ne pas être élu, on peut le vivre comme un échec, on peut le vivre comme voilà, je vais rebondir et faire autre chose de ma vie. C'est que ça ne devait pas se faire. Je pense que c'est aussi des tranches de vie. Je crois qu'il faut aussi revenir à ce qu'on dit aux enfants en fait. Est-ce que c'est un échec quand on rate, le système de points qui finalement sanctionne en disant t'as échoué, t'as raté. Je pense pas que ce soit nécessairement une bonne manière d'appréhender l'éducation. C'est plutôt de dire les points, si on met des points, servent à voir où tu en es, si t'as compris, et si ça n'a pas été, c'est qu'il y a quelque chose que t'as pas compris, donc on va recommencer, on va expliquer, on va voir comment faire en sorte que ça rentre. Le problème du système à points, c'est que c'est encore souvent vu comme une sanction. Pas bien, t'as 0, et donc ça ramène dans des cases aussi tout à fait. Les enfants. Et donc voilà, d'apprendre à l'enfant que c'est pas un échec, c'est une expérience, que c'est une leçon, c'est de voir comment on peut évoluer plutôt que... C'est un peu ce sentiment que j'ai quand je discute avec des entrepreneurs, notamment des entrepreneurs que j'ai eu la chance d'échanger au podcast, c'est qu'en Belgique, et même au niveau européen, on ne nous donne pas, quand je dis nous, je dis les entrepreneurs, la chance d'échouer en fait. Et qu'il n'y a pas, pour le moment, on parlait aussi de l'instance publique, le fait de soutenir justement les personnes qui échouent et qui veulent persévérer parce qu'ils veulent... qu'est-ce que tu penses justement de ça? Je connais pas suffisamment les structures existantes qui permettraient de rebondir, mais si tu peux en témoigner via les témoignages que tu recueilles, c'est certainement vrai. Et voilà, est-ce que pour évoluer, est-ce que pour toi il faudrait... Oui, mais c'est pareil. C'est dans la même idée que ce qu'on disait au début sur la créativité. Encourager la créativité, c'est faire des expériences, c'est tester, c'est pouvoir explorer, c'est pouvoir
mener plusieurs vies aussi, plusieurs vies tout à fait. professionnelles, pourquoi pas plusieurs projets en même temps. Je pense qu'on est encore très fort dans une conception de on a un métier pour longue durée, avec voilà, on travaille 5 jours sur 7. Moi, je suis, et c'est dans le programme d'écolo aussi, partante pour la réduction du temps de travail, pour avoir plus de jours où on encourage finalement les gens à mener d'autres activités professionnelles, créatives, de loisirs, de faire en sorte qu'il n'y ait pas que le travail, mais que derrière, c'est l'idée du revenu universel, hein, c'est de faire en sorte que chacun puisse bénéficier d'une même base, dès la jeunesse en fait, d'avoir une même base commune, base financière, qui permet aux gens de ne pas nécessairement devoir travailler pour vivre. Enfin, évidemment, tout le monde serait amené à travailler. L'idée n'est pas de permettre, enfin voilà, tout et n'importe quoi, mais de permettre quand même de faire autre chose de sa vie que de travailler. On voit que le marché du travail aujourd'hui est très fortement lié à des burn-out, à du mal-être au travail, de plus en plus de problèmes de santé mentale. Enfin, c'est un système. Donc pour toi, le travail, c'est pas la santé. Ouais. Et on revient au corps sain. Comment avoir un système où travailler fait partie en fait d'un écosystème de vie, que ce soit via l'entrepreneuriat, le travail salarié, de fonctionnaires, autres, mais où les gens s'épanouissent. Et ça passe en partie, ce n'est pas que ça, c'est aussi les conditions de travail qui sont mises en place au niveau professionnel, en entreprise ou dans l'administration. Mais je pense que oui, réduire le temps de travail et dire aux gens, en fait, vous pouvez développer une autre activité, devenir créatif, vous laisser aller à entreprendre. Aujourd'hui, les gens qui ont une activité, il faut déjà y aller pour dire, ok, moi j'arrête mon contrat de travail à durée indéterminée pour me lancer dans ce que j'ai envie de faire. Et il faut les ressources et il faut le bagage pour pouvoir le faire. Et donc là, dans ce côté revenu universel, on pourrait, donc, prenons le cas d'un entrepreneur, se dire, ok, j'ai un revenu de base financière qui va s'unir à mes besoins, et donc du coup, ça va permettre de pouvoir avoir une activité entrepreneuriale et de développer. Okay. Et donc, est-ce qu'il y a une limite au niveau financier dans ce côté-là? Donc, est-ce que, par exemple, un peu comme avec le chômage, on peut être indépendant et avoir le chômage, mais si on dépasse un certain capital, ben, on n'a plus accès au chômage parce qu'ils estiment que tu peux te soutenir à tes sécurités. Et dans le revenu universel, le revenu universel serait calculé sur base qu'est-ce qu'il faut comme base commune pour vivre, pour faire en sorte que ce soit réalisable. Et donc le montant doit être déterminé pour pouvoir y arriver. Mais c'est l'idée effectivement que la base soit commune et qu'on puisse avoir ce temps, entreprendre quand on travaille déjà à temps plein, on a nécessairement le temps, la possibilité de le faire. Ne rien avoir comme activité, le temps de se lancer, c'est se vulnérabiliser finalement, essayer de tomber dans la précarité par ailleurs. On voit que c'est aussi une des réponses aux problématiques du sans-abrisme par exemple, qui est aussi de plus en plus important. On part un peu du terme mais bien sûr, c'est important. Quand on dit universel, c'est un revenu en fait qui doit bénéficier à tout le monde, puisque un des problèmes premiers du sans-abrisme, c'est le fait que c'est l'accès au logement, mais tout se tient. Pas d'adresse, pas de logement, pas d'emploi, pas d'accès aux aides sociales, de réinsertion. Et donc avoir un revenu de base qui permet d'avoir un petit logement et de pouvoir se refaire une santé, une vie, et d'aller à la recherche d'un emploi, c'est essentiel en fait. Quand c'est ça, un cercle vertueux qui doit permettre aux gens d'avoir cette base commune, ce socle social finalement commun, qui permet aussi non seulement de ne pas de ne pas maintenir dans la précarité, mais de ne pas tomber dans la précarité, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est que les inégalités sont de plus en plus importantes. On n'a jamais été aussi riche, notamment en Belgique. C'est le paradoxe. On n'a jamais été aussi riche, et la Belgique fait partie des pays les plus riches en Europe. Mais on n'a n'a jamais eu autant de précarité aussi. Et donc il y a
un écart d'inégalité qui est de plus en plus important et contre lequel il est grand temps de réagir. Ok. Juste pour terminer le podcast, 2 dernières questions. La première, est-ce que toi, du point de vue européen, puisque tu as une vision plutôt européenne, est-ce que tu vois dans d'autres pays un fonctionnement qui pourrait, au niveau entrepreneurial ou même au niveau économique, qui fonctionne et que en Belgique, on n'a pas encore ce côté, ce mécanisme? J'ai pas une vision suffisamment structurée de ce qui se passe dans les différents pays en matière entrepreneuriale, mais j'ai l'impression que les constats se rejoignent sur le fait que on pourrait encourager davantage aussi depuis le niveau européen des démarches entrepreneuriales. Je sais qu'il y a des échanges de bonnes pratiques entre les États sur ce plan-là, pour voir un peu ce qui se fait dans les différents pays et partager les bonnes pratiques. Partager les bonnes pratiques, faudra couper. Mais voilà, j'ai pas une vision complète de ce qui se fait. Je sais que il y a différents modèles d'accompagnement aussi dans les pays nordiques qui sont intéressants à aller voir. Ils sont pas mal avancés. On regarde souvent de leur côté aussi sur le plan social, quand on parle ici de questions de précarité. Ils ont des systèmes plus adaptés aussi pour faire en sorte que hommes-femmes soient sur le même pied d'égalité en termes d'accès au financement, de congés parental et autres. Il y a des choses intéressantes à aller voir. Mais à nouveau, sans avoir une vision suffisamment complète et objective de la situation sur le terrain, je dirais tel pays est exemplaire. En tout cas, on voit par exemple à Strasbourg qu'il y a par exemple, l'exemple que tu viens de citer pourrait être très bien mis en place en Belgique. Ah oui, non, à fond, et même au niveau communal en fait. En travaillant avec les producteurs locaux, on peut l'encourager au niveau communal, tout comme on peut l'encourager à l'échelle par exemple de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour tout ce qui est école, crèche, ONE. Les homes, tout ce qui est home pourrait le faire aussi et faire en sorte que à tout âge, on puisse bénéficier d'une alimentation saine et locale. Ok. Dernière question, c'est un peu la même question que j'ai posée hier à Thomas Dermine. On va parler j'ai une question plutôt préjugée. On parle de l'entrepreneuriat. On a un public ici un peu plus axé sur l'entrepreneuriat, secteur privé, etc. On a tendance à dire que les personnes libérales, professions libérales, les personnes entreprenantes sont plutôt de droite. Et pourquoi ces personnes-là, le mois prochain, voteraient pour un parti de gauche et écolo en particulier, et pour toi? Merci pour cette question, parce que les stéréotypes, les clichés, on a les durs quand il s'agit d'écolo, parce qu'effectivement, on ne sait pas du côté des entrepreneurs, on ne sait pas non plus du côté des agriculteurs, on serait dans l'écologie punitive et sanctionnatrice. Mais voilà, vous avez entendu tout au long du podcast que notre objectif, c'est plutôt d'avoir des politiques publiques d'encouragement et de soutien aussi à la transition écologique dans tous les secteurs, agricoles, entrepreneurial et autres. Voilà, je pense qu'il serait intéressant de réfléchir aussi ensemble aux politiques incitatives et de soutien pour faire en sorte que les entrepreneurs rentrent dans des logiques durables, d'économie circulaire, etc. Comment on peut faire en sorte de les emmener tous ensemble dans cette direction-là? Est-ce que c'est via les structures d'accompagnement? Est-ce que c'est via des encouragements publics d'orienter les aides vers ce type de démarche-là? Je pense qu'il y a énormément de leviers en fait qu'on peut actionner. D'aussi accompagner les jeunes, pas nécessairement en âge, mais néo-entrepreneurs dans leurs projets. Je pense à ceux que je connais qui veulent redévelopper une filière textile. C'est en fait énorme parce que eux, l'objectif c'est de vendre des pulls et des t-shirts, mais pour y arriver de manière durable et dans leur logique de relocalisation, ils doivent trouver finalement et quasi contribuer à développer l'ensemble de la filière. Moi, je pense que effectivement, c'est du boulot et il faut que derrière, il y ait des politiques d'encouragement pour développer l'ensemble de cette chaîne virtueuse. Pour y arriver, c'est pareil pour les circuits courts alimentaires. Pour y arriver, il faut des producteurs, il faut toutes les filières intermédiaires de transformation, mise en conserve, abattoirs et autres pour in fine arriver dans la bouche du consommateur. Et donc, ce sont toutes des politiques publiques qu'on va encourager. Donc,
voter écolo. Ça, c'est dans l'ADN d'Écolo d'encourager l'entrepreneuriat et les entreprises, mais oui, avec cette philosophie sociale, environnementale qui va avec, parce que pour nous, on ne fait pas d'économie et de business sur un désert environnemental et contre les droits des gens. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cette dernière parole et pour cet échange très instructif puisque j'ai appris pas mal de choses notamment avec le testing. Donc merci beaucoup, merci aussi de m'avoir pris du temps pour accueillir. Je te souhaite plein de succès pour les élections et pour tes futurs projets personnels et professionnels. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne continuation à toi avec les podcasts aussi. À bientôt. Merci.